19 juillet, 21h48. Moscou, salle de spectacle de la Premov Galerie. Les 40 banquettes de la petite salle de spectacle sont quasiment toutes délaissées. Seuls 9 spectateurs parsemés assistent au spectacle de Simon Obosbel, magicien et mnémoniste. Après un numéro de lévitation étonnant, Simon fait appel à un spectateur parmi sa faible audience. Pour mon dernier numéro, j'ai besoin d'un volontaire. Il regarde un à un les spectateurs et s'arrête sur une jeune fille d'une quinzaine d'années. Mademoiselle, vous voulez bien m'assister? Bien qu'elle soit gênée, la jeune fille accepte de monter sur scène, encouragée par les autres spectateurs. Merci, vous êtes formidable. Simon lui bande les yeux avec un foulard pour qu'elle ne puisse plus rien y voir. Mesdames et messieurs, grâce à mes facultés extrasensorielles, je vais transmettre des informations à cette jeune fille, sans lui dire un mot. Simon observe attentivement son public. Puis il demande à son assistante de décrire les vêtements de chaque spectateur. Malgré quelques approximations que Simon attribue à l'instabilité de la connexion télépathique, la jeune fille s'acquitte de sa tâche avec brio. Poursuivant sa démonstration, Simon lui demande ensuite de lister tous les bijoux portés par la seule femme du public. La jeune fille hésite un instant, puis elle se lance. Une paire de boucles d'oreilles, un pendentif autour du cou et 2 bagues sur la main gauche. Impressionnée mais également embarrassée, la femme dans le public confirme timidement. Simon ajoute d'une voix joueuse. Je précise que malgré leur grande valeur sentimentale, ces bijoux n'ont aucune valeur marchande. Des rires fusent dans la salle. La jeune fille s'apprête à retirer son foulard, mais Simon l'interpelle. Veuillez garder votre foulard et restez connecté à mon esprit, s'il vous plaît. Simon descend de scène et va s'asseoir au milieu du public, sur l'un des nombreux fauteuils libres. Considérant que la première banquette de gauche au premier rang porte le numéro 1, vous allez nous donner le numéro de chaque banquette occupée. La jeune fille se raidit. Je ne suis pas sûre de comprendre. Je vous demande le numéro des 9 banquettes occupées. Bien qu'elle soit déstabilisée, la jeune fille se reprend et se concentre à l'évidence, plus sérieusement que pour la démonstration précédente. Simon l'observe avec un regard étrangement chargé d'attente. La jeune fille prend une grande inspiration, puis elle se lance. 9, 15, 18, 22, 26, 30, 33, 36. Stupéfaits, les spectateurs retiennent leur souffle et applaudissements. Pas mal, mais il reste encore le mien. Simon lui adresse sa remarque comme un défi. La jeune fille hésite. Puis, avec un petit sourire en coin, elle annonce tel un échec et mat. 27. Cette fois, les spectateurs peuvent exulter et applaudir la performance. Fier de son assistante, Simon remonte sur scène pour saluer son public. Merci à mon assistante du jour. Et merci à vous tous d'avoir bravé la météo. Vous êtes un public formidable. Les spectateurs quittent la salle, ravis du spectacle et particulièrement du dernier numéro. 22h28, loge des artistes. Simon Obosbel troque sa tenue de scène contre des vêtements de ville. Assise sur un fauteuil, son assistante du soir l'observe avec tendresse. Plus qu'une simple spectatrice prise au hasard, il s'agit en fait de sa fille, Olympe. Comment tu t'y es prise pour trouver le numéro de ma banquette? Grâce à vos facultés extrasensorielles, maître. Simon affiche une moue joueuse qui fait sourire sa fille. Pour être honnête, ton problème m'a déstabilisé. De toute évidence, pas si longtemps. En fait, c'est justement le facteur temps qui m'a aiguillé. Explique-moi. Eh ben, comme t'as eu cette idée à la dernière minute, la logique voulait que ton raisonnement repose sur un critère subjectif. Tu as donc visé mes numéros fétiches. Élémentaire, mon cher maître. Olympe affiche la même moue joueuse que celle de son père. La femme aux bijoux occupant la banquette numéro 9, ça se jouait donc entre la 15 et la 27.
En tenant compte du rapport voix-distance, j'ai opté pour la 27. Simon est impressionné. Pour résoudre son problème, Olympe a combiné ses exceptionnelles facultés mémorielles avec son esprit de déduction. Tout cela en quelques secondes à peine. L'élève surpassera bientôt le vieux maître. Simon courbe l'échine pour se vieillir, lorsque 3 hommes font soudain irruption dans la loge. Leur allure de garde du corps ne laisse aucun doute sur la nature de leur activité. Le sourire qui rayonnait sur le visage d'Olympe disparaît. Maman est complètement parano en ce moment. Simon enlace affectueusement sa fille. Je lui parlerai. 23h07, Moscou, Institut universitaire de neuropsychologie. Accompagnée de ses gardes du corps, Olympe est surprise de se retrouver à l'Institut à une telle heure. Sa surprise se transforme en inquiétude lorsqu'elle découvre sa mère, visage crispé et fermé, devant une salle où attendent un jeune garçon de 17 ans et 3 scientifiques en blouse blanche. 0h52, Moscou, appartement de Simon Obosbel. Simon entre chez lui avec un paquet de courriers dans les mains. Il retire son manteau, allume sa chaîne hi-fi et lance la lecture d'un disque vinyle. Dès les premières notes de musique, son esprit se relâche et ses muscles se détendent. Il s'assoit sur son canapé et débute l'ouverture de son courrier lorsqu'on sonne à sa porte. Persuadé qu'il s'agit d'une erreur, il ne bouge pas. Mais l'importun visiteur insiste. Résigné, il ouvre la porte et découvre son ex-femme, Iris. Le visage impassible, elle lui présente une bouteille de Nuit Saint-Georges 2005. Intrigué autant par sa visite que par le vin d'exception qu'elle apporte, Simon l'invite à entrer. Ça va me coûter cher? La réponse corporelle d'Iris est sans appel. Elle pose la bouteille sur la table basse et s'assoit. Comprenant que la situation ne peut souffrir de son humour habituel, Simon s'assied en face d'elle. Ils se regardent un long moment avant qu'Iris ne se décide à prendre la parole. Tu te souviens de ce que tu as dit à propos de la garde d'Olympe lorsque nous avons divorcé? Simon fait mine de ne pas s'en souvenir, provoquant chez Iris un léger rictus qu'elle réprime aussitôt. Tu avais dit qu'elle n'apprendrait que la survie si elle restait avec toi. Anticipant une annonce inquiétante, Simon se contracte. Aujourd'hui, plus que jamais, je prie pour qu'elle ait hérité de ton instinct de survie. 20 juillet, 10h43, Floride, centre d'opération de Cap Canaveral. Dina Habib-Lewis, jeune conseillère à la Maison-Blanche, s'adresse à un parterre d'hommes représentant l'équipe dirigeante de la NASA. Alors qu'elle en termine avec son exposé, ses interlocuteurs lui opposent aussitôt une défiance teintée de machisme. Reporter un retour sur Terre? Vous plaisantez? C'est une question de sécurité nationale. Jeune fille, nos astronautes sont là-haut depuis 352 jours. Nous n'allons pas mettre leur vie en danger sur les bases d'une théorie aussi délirante. D'ordinaire douée pour convaincre, Dina réalise que sa tâche ne va pas être simple. Elle s'apprête à contre-argumenter lorsque 2 hommes entrent dans la salle. L'un est un civil vêtu d'un costume sombre et l'autre un général 5 étoiles. Le civil rejoint Dina et lui adresse un clin d'œil amical. Le général vient se placer face aux dirigeants de la NASA et leur annonce d'une voix pleine d'autorité. Le retour de la navette est reporté. Et ce, pour une durée indéterminée. 20 juillet, 19h50, Washington, Maison-Blanche. Dina Habib-Lewis entre dans le bureau ovale d'un pas pressé, mais discret. Elle y retrouve le président entouré de sa garde rapprochée. Tous ont les yeux braqués sur un grand écran de visioconférence sur lequel figurent les chefs d'État et de gouvernement d'une trentaine de pays. Au centre de l'écran, le professeur Pushan Bakan fait sa présentation d'un ton volontairement informel. Comme vous le savez, le phénomène auquel nous sommes confrontés ne s'accorde à aucun modèle connu.
Pour étayer son propos, il ouvre le planisphère interactif utilisé à Madrid, sur lequel il a légendé les couleurs. Jaune critical 1 mineur, orange critical 2 significatif, rouge critical 3 grave, noir critical 4 catastrophique. Les chefs d'État regardent la situation de leur pays ainsi que celle du monde dans sa globalité. Nos modélisations montrent que le boom tant redouté est inévitable. À l'aide de son algorithme, Bakan projette la carte dans le futur en appuyant plusieurs fois sur la touche entrée de son clavier. 2 mois, 4, 8, 12. À 18 mois, la quasi-totalité du monde se trouve recouverte de points rouges. Dans le bureau ovale, le président a le visage fermé et les mâchoires serrées. Après 7 minutes de brise sur le potentiel évolutif du mal qui frappe le monde entier, Bakan conclut son intervention par une note personnelle. Face à un tel fléau, nous devons laisser nos divergences de côté et faire front commun. Il coupe la communication, mettant fin à la visioconférence. Dans le bureau ovale, la peur se lit sur chacun des visages, même sur celui du président. 21 juillet, 1h35. Moscou, Kremlin, salle du Conseil présidentiel. Le président russe s'entretient avec les membres de son cabinet au sujet des projections du professeur Bakan. En tournant légèrement la tête, il remarque que son vice-président peine à choisir quelle main il doit utiliser pour écrire ses notes. Soucieux de dissimuler son incapacité, l'homme pose son stylo et croise les bras. 2h43. Moscou, Kremlin, bureau du président. Seul dans son bureau, le président russe consulte une dizaine de dossiers, sur lesquels figurent des photos de jeunes garçons et filles. Le dernier dossier se révèle être celui d'Olympe Obosbol, la fille de Simon. Le président réfléchit un moment, puis il décroche le combiné téléphonique de sa ligne sécurisée et ordonne d'une voix froide. Lancez le programme. À suivre.